Nous sommes donc à une semaine des législatives en France. Premier tour dimanche prochain. Bonsoir Benjamin Morel. Bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir. Je rappelle que vous êtes maître de conférence à l'université Paris 2 Panthéon-Assas. Alors à une semaine du vote, le Rassemblement national est toujours en tête des sondages. 31,5% des intentions de vote selon le dernier sondage Ipsos. D'abord, qu'est-ce qui fait le succès de la campagne du Rassemblement national? Alors il y a plusieurs éléments. On a un parti qui s'est dédiabolisé depuis quelques années et qui aujourd'hui attire un plus large électoral. Par ailleurs, il s'est crédibilisé pour une grande partie de l'électorat, notamment CSP+, retraités qui naguère pouvaient partager certaines valeurs du RN mais ne voulaient pas voter pour lui. Eh bien aujourd'hui, ce n'est plus un vote tabou. On l'a vu lors des européennes. Il y a eu une diversification du vote. Par ailleurs, quand vous regardez les enquêtes en termes de nombre de voix, vous voyez que le RN n'est pas si haut que ça par rapport, par exemple, au Nouveau Front Populaire. Mais le Nouveau Front Populaire a un électorat très concentré dans certaines circos, banlieue, centre-ville. Le RN, lui, a un électorat beaucoup plus diffus. Et si vous voulez l'emporter, il ne faut pas faire 90% dans une circonscription. C'est un mode de scrutin à 2 tours par circonscription. Donc il faut que vous fassiez 51% dans le maximum de circonscriptions. Donc un électorat divers, homogéné, réparti de manière relativement homogène sur le territoire, nonobstant les grandes villes. Et donc ça fait qu'en siège, on a un RN qui peut être très très fort. Et le fait que certains membres des Républicains, je pense notamment à Éric Ciotti et d'autres, aient rallié le Rassemblement national, ça vient conforter cette avance du RN ou pas nécessairement? Alors oui et non, c'est-à-dire que non parce que Éric Ciotti n'a pas ramené beaucoup de troupes, lui et une autre députée, donc autrement dit, la primo sortant qui peut jouer, l'ancrage, etc., tout ça ne vient pas avec Éric Ciotti. Le parti est resté plutôt anti-RN, mais en même temps, ça conforte la démarche de crédibilisation. L'arbitre de cette élection, ça va être qui ? A priori, si on en croit les enquêtes, on va avoir beaucoup de second tour entre d'un côté la gauche, le Nouveau Front Populaire, et de l'autre le Rassemblement National. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est l'électeur centriste qui va arbitrer entre les deux au second tour. C'est l'électeur Macron en fait. Et cet électeur-là, eh bien aujourd'hui, pour une partie, il peut être amené beaucoup plus facilement à voter Rassemblement National que gauche, ou au moins à s'abstenir dans des deuxièmes tours qui les opposeraient. Cette situation-là favorise fondamentalement le RN. Le RN. En tout cas, Marine Le Pen, elle poursuit sa campagne. Elle était hier sur un marché du Pas-de-Calais. L'occasion, vous allez le voir, d'adresser une petite pique à son rival, le président Emmanuel Macron. On l'écoute tout de suite. Je comprends bien quelle est sa stratégie, d'essayer de continuer à exister après avoir enregistré un score qui est une sanction terrible aux élections européennes. Il n'en demeure pas moins qu'il est président de la République et qu'en tant que président de la République, il devrait être capable de déterminer où est le danger pour notre pays. Et le danger pour notre pays n'est pas du côté du Rassemblement national. Et il le sait bien d'ailleurs. Voilà, Jordan Bardella occupe lui aussi le terrain médiatique. Il a dévoilé dans une interview au Journal du Dimanche sa feuille de route en cas de victoire du RN. Il promet dans cette interview d'être finalement le Premier ministre de tous les Français. Il y croit vraiment aujourd'hui à la primature, Jordan Bardella ? Alors, il y a une possibilité que le Rassemblement national ait une majorité absolue. Ce n'est pas la probabilité la plus forte. La plus forte, c'est qu'on est tout bêtement un pays ingouvernable avec une majorité qui ne serait tout bêtement qu'une majorité introuvable. Auquel cas, Jordan Bardella n'a pas intérêt à être lancé dans le cadre d'un gouvernement minoritaire pour plusieurs raisons. D'abord parce que, pour l'instant, il n'y a pas vraiment de partenaire de coalition. Certes, il y a des LR ralliés, mais le LR canal historique, qui va être important dans cette Assemblée encore, entre 20 et 30 députés peut-être, ne fait pas pour l'instant preuve d'une grande velléité d'alliance avec le RN, encore moins le centre. Donc arriver à la tête d'un gouvernement minoritaire pour Jordan Bardella, c'est la certitude de se faire renverser. Qui plus est, si le RN arrive au pouvoir, vous allez avoir le Conseil constitutionnel qui va dire la loi immigration que vous voulez faire, en fait, 80% est acheté. Du côté de l'Europe, on va rappeler qu'il y a des impératifs budgétaires et que donc le programme économique va devoir être remis fondamentalement à la baisse. Si jamais le RN ne veut pas subir un effet déceptif, parce que l'objectif, c'est quand même de faire élire Marine Le Pen en 2027, il va falloir qu'il soit au moins en capacité de gouverner, de faire passer des projets de loi, ce qui, avec une majorité relative, ne sera pas le cas. Et alors, vous l'avez probablement vu passer, cette pétition lancée cette semaine, fonctionnaires d'État, nous n'obéirons pas. 700 cadres de l'éducation nationale, des chefs d'établissement, des inspecteurs d'académie qui assurent qu'ils n'appliqueront pas les éventuelles mesures du RN en cas de victoire. C'est une prise de position qui est quand même assez
inédite de la part de fonctionnaires qui ont plutôt l'habitude d'appliquer les mesures dictées par les différents gouvernements. C'est en effet une prise de position qui est importante, mais qui reste tout de même relativement isolée par rapport à ce que l'on avait pu voir en 2002. On voit que la normalisation d'une prise de pouvoir du RN touche y compris une partie des cadres de l'État et que du point de vue de la gouvernabilité du pays en cas de victoire du RN, il y a quand même aujourd'hui des marges qui peuvent être relativement fortes. Toutefois, ce qui risque en effet d'être problématique, c'est la réaction notamment des syndicats, voire éventuellement d'une partie de la population à cette victoire. En plein Jeux Olympiques, on peut potentiellement attendre des troubles à l'ordre public. Et alors en deuxième position dans les sondages, la gauche, le nouveau Front populaire cumule 29,5% des intentions de vote selon Ipsos. On n'est finalement pas si loin, vous le disiez Benjamin, derrière le Rassemblement national. Et Jean-Luc Mélenchon, vous allez le voir, a l'air plutôt satisfait de cette alliance de la gauche. On l'écoute et on commente juste après. Comme notre culture de gauche, devant le danger fasciste, a toujours été intacte. Le lendemain, nous sommes tombés d'accord. 24 heures pour faire un accord, 48 heures pour s'entendre sur les circonscriptions et 8-10 jours pour tomber d'accord. Non seulement sur le programme, mais sur les chiffres. Ce que aucune autre organisation n'a fait que nous, le nouveau Front populaire. Évidemment, il y a des gens différents dedans. Et encore heureux que c'est comme ça. Parce que la vie qui va présenter devant nous, elle va être brinque-ballante. Et il va falloir prendre d'un côté, prendre de l'autre pour savoir comment avancer ensemble. Donc, ces formules me vont parfaitement. Ce que nous avons fait, qui est historique, c'est nous avons déjoué le plan de M. Macron. 2, nous avons fait pour la deuxième fois dans l'histoire la proposition centrale qu'est la mienne, des candidatures uniques au premier tour. Voilà, Jean-Luc Mélenchon qui se félicite donc de cette alliance. Est-ce qu'il n'est pas en train de mettre un petit peu la charrue avant les bœufs? On se souvient de la précédente alliance, la NUPES qui avait explosé, ou plutôt implosé en l'occurrence. Alors, il faut être tout à fait clair, on est dans un jeu interne aux gauches, parce que les chances que la gauche arrive au pouvoir le 7 juillet sont quand même très limitées, pour les raisons qu'on a évoquées. Elle a un large électorat, mais très concentré, et l'électeur centriste aujourd'hui balance plutôt du côté du RN au second tour que du côté de la gauche. Ça peut changer en une semaine, mais ça reste relativement peu probable. Donc dans les projections en termes de sièges, la gauche est relativement basse, même si un peu plus haut qu'en 2022. Donc ce qui se joue dans le Premier ministre ou dans l'Union des gauches, c'est essentiellement un match pour 2027. Jean-Luc Mélenchon veut éviter d'avoir un rival pour 2027, d'où le fait qu'il n'y a personne qui incarne ce Front populaire, à la différence de la majorité avec Gabriel Attal et de l'extrême droite avec Jordan Bardella, et d'où le fait également qu'il pose des jalons sur cette union, tout en posant les bases également de sa potentielle rupture, parce qu'il ne faut pas non plus se leurrer, dès le 7 juillet, il est assez probable que le nouveau Front populaire ce soit de l'histoire ancienne. Ce soit de l'histoire ancienne. Est-ce que cette rupture, cette implosion, explosion du nouveau Front populaire, elle peut avoir lieu dans l'entre-deux tours? Alors, probablement pas, parce que les partis n'y ont pas tout à fait intérêt. Ce qui risque de se passer dans l'entre-deux tours, en revanche, ce sont des bisbilles sur les désistements. Est-ce que la gauche se désiste pour la majorité et est-ce que la majorité se désiste pour la gauche dans le cadre de duels avec le Rassemblement national ou de triangulaire? Ça, c'est pas tout à fait évident. Une partie de la majorité, notamment, a dit qu'il pouvait se désister pour des socialistes, mais pas pour des insoumis. En même temps, une partie de la majorité pourrait être tentée, malgré tout, de faire front contre le Rassemblement national. Ça va être ces tensions-là qui vont vraiment animer le deuxième tour au sein des gauches. Aujourd'hui, on met sous le boisseau les différents, quand même ils soient profonds. On met sous le boisseau, mais enfin pas tant que ça. Il y a quand même eu ces petites phrases de François Hollande, par exemple, qui demande à Jean-Luc Mélenchon de se taire lorsqu'il évoque le fait qu'il serait, selon lui, la personnalité la mieux placée pour incarner cette alliance de la gauche. Il y a aussi eu aujourd'hui Fabien Roussel du Parti communiste français qui dit qu'une arrivée de Jean-Luc Mélenchon à Matignon n'a jamais fait l'objet d'un accord. Bon, on sent qu'il peut y avoir quand même un petit peu de tension dans les prochains jours. Il y a des tensions très fortes. Après, François Hollande s'est un peu imposé dans sa circonscription en dépit d'Olivier Faure. Donc, on est sur une ligne qui est un peu différente. Mais il est intéressant de voir qu'il vient à l'Assemblée nationale. Parce qu'en réalité, durant les 2 ans qui vont suivre, l'Assemblée nationale va vraiment être le cœur nucléaire de la politique. Et vous voyez des leaders politiques qui s'en étaient écartés, François Hollande, Laurent Wauquiez, y revenir justement pour tenter de jouer un rôle. Le rapport de force au sein des gauches va être très favorable à l'AFI, tout bêtement parce que la répartition des circonscriptions est fondée sur ce qui s'est passé en 2022 et que les circonscriptions qui ont été gagnées sont gelées. Et les circonscriptions qui ont été gagnées et donc apparaissent comme étant des fiefs sont majoritairement l'AFI. Si vous avez un François Hollande qui est une force d'animation du groupe socialiste, eh bien, ça peut lui permettre de se poser en leader, de rebalancer quelque peu le match, même si pour lui, il y a quand même très très loin de Matignon
et encore plus de l'Élysée. Et on comprend bien que cette bataille de leadership à gauche, elle se joue principalement entre la France Insoumise et le Parti Socialiste. Les écologistes, dans tout ça, comment est-ce qu'ils se positionnent? Alors les écologistes sortent tout de même un peu handicapés des dernières européennes. Théoriquement, ce sont leurs élections. Les électeurs de centre-gauche viennent voter écolo parce qu'il y a un enjeu écologique et qu'il n'y a pas d'enjeu de gouvernabilité. Là, ils ont raté leurs élections européennes, donc ça les met dans une position de négociation relativement faible. Toutefois, les écologistes ont un avantage, c'est qu'ils peuvent parler avec tout le monde. Ils peuvent parler avec tout le monde, mais enfin, on les entend quand même pas beaucoup. On les entend pas beaucoup, mais ils peuvent justement garder des liens avec la FI et des liens avec les socialistes. Or, aujourd'hui, si vous regardez les enquêtes, la gauche ne pèse pas si lourd que ça. Elle pèse une trentaine de %. C'est suffisant pour passer un premier tour d'une présidentielle, mais c'est pas suffisant pour partir divisé et espérer l'emporter. Donc, s'il n'y a pas de candidature d'union en vue de 2027, la perspective d'avoir une gauche au second tour, ça me nuise grandement. Donc, jouer un peu les rôles de charnière, de médiateur, de conciliateur, d'entremetteur est aujourd'hui l'un des avantages qu'a le Parti écologiste. Après la défaite des européennes, c'est un peu le seul. Alors il y a un sujet qui est très présent dans le débat public depuis le 7 octobre 2023 en Israël, c'est la question de la montée de l'antisémitisme en France. Le viol d'une fillette juive de 12 ans à Courbevoie a une nouvelle fois enflammé ce débat. C'est intéressant, pour ne pas dire surprenant, de voir tous ces électeurs juifs qui aujourd'hui se disent tentés par le Rassemblement national. Comment est-ce que vous analysez ce phénomène? On connaît évidemment le passé trouble de l'ancêtre du Rassemblement national, le Front national, sur ces questions liées à l'antisémitisme. Est-ce que ces juifs qui sont tentés par le Rassemblement national adhèrent pleinement à ce parti, ou est-ce que c'est uniquement par rejet de la France insoumise, qui elle est accusée d'antisémitisme? Il peut y avoir pour certains une adhésion. Hein. On n'a pas d'enquête très claire sur le vote des Juifs de France, tout bêtement parce qu'on a un échantillon qui est relativement limité et que quand vous prenez des enquêtes d'opinion, c'est difficile à sonder, à la différence par exemple de la population musulmane sur laquelle on a des données électorales beaucoup plus claires, beaucoup plus nettes. Donc c'est difficile de dire quelle est la proportion de juifs français qui voteront du côté du RN ou du côté de la gauche. En revanche, ce qui est certain, c'est qu'il y a eu une gradation dans cette évolution. Si vous regardez notamment la marche contre l'antisémitisme, lancée par les deux présidents des deux chambres, eh bien le RN n'y a pas été malvenu, il a participé aux événements. Quant à la France insoumise, elle n'y a pas participé. Donc ça crée clairement pas la bienvenue. Exactement. Et donc ça crée... Parce qu'elle avait effectivement refusé de condamner le Hamas comme étant une organisation terroriste qu'avaient fait les autres partis politiques. Et avant, il y avait la marche contre l'islamophobie, etc. Tout ça a marqué quand même un rapport différent du Rassemblement national, donnant le sentiment que sur ce sujet, eh bien, il se normalisait, il rentrait dans la lutte des républicains contre l'antisémitisme, là où la gauche était beaucoup plus ambiguë. Ce qui explique aujourd'hui ce basculement, si ce n'est des Juifs de France, au moins d'une partie des figures médiatiques qui représentent cette communauté. Et en effet, ça peut être marquant. Électoralement, en tout cas, au-delà même de cet électorat-là, eh bien, ça induit une transformation fondamentale du vote et une perception différente de la menace que l'on voit aujourd'hui dans les enquêtes. Alors on va parler à présent de l'alliance de la majorité présidentielle qui est distancée dans les sondages, un peu plus de 19% des intentions de vote selon Ipsos. Emmanuel Macron a pris la parole hier soir lors de la fête de la musique à l'Élysée. On l'écoute. Il y a plein de gens qui voudraient gouverner malgré le peuple. Non. Moi, j'ai confiance dans le peuple français. Son intelligence, sa force. Il y a plein de différences et de différences respectables. Il y a plein de femmes et d'hommes qui auront à gouverner ensemble, quelles que soient leurs différences. Mais il y a des extrêmes qu'on ne peut pas laisser passer. Benjamin Morel, c'est courant qu'un chef d'État évoque des dossiers très politiques comme celui-là lors des traditionnelles fêtes de la musique à l'Élysée? Alors non, c'est pas tout à fait courant. On voit qu'on a un Emmanuel Macron qui a un peu une stratégie de prise de parole, ma foi, assez étrange. Ses cadres lui ont dit qu'il ne fallait pas trop qu'il participe à cette campagne parce qu'il était clivant au sein même de son propre électorat. Il faut voir ce qui s'est passé lors des dernières européennes et même des dernières législatives. On a une partie de l'électorat centriste qui s'est démobilisée. C'est pas normal. CSP+, retraité, c'est un électorat qui normalement va voter. Donc la figure du chef de l'État aujourd'hui est fondamentalement clivante. Elle l'est d'autant plus après cette dissolution où aujourd'hui la majorité est devenue quasiment anti-macroniste. C'est-à-dire que vous voyez des députés qui ne jurent que par Gabriel Attal, Édouard Philippe, François Bayrou, mais clairement plus par Emmanuel Macron. Sa présence lors de ce type d'événement est une façon de malgré tout se réimposer au centre du débat public, essayer de ne pas trop perdre la main, alors qu'au sein de la majorité, plus guère de députés ne veulent de lui.
Et une dernière question, il nous reste une trentaine de secondes. Benjamin Morel, quelles difficultés justement risque de rencontrer Emmanuel Macron dans sa gouvernance après les législatives, en 30 secondes? Alors, si le scénario le plus probable s'avère, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de majorité du tout, il risque d'avoir des difficultés à disposer d'un gouvernement. Et en ça, d'incarner une forme de stabilité. Le chef de l'État, théoriquement, constitutionnellement, c'est un arbitre. Il est là pour assurer la stabilité. Il est probable qu'en la matière, avec cette dissolution, il ait accru l'instabilité. Merci beaucoup, Merci Benjamin Morel. Merci pour votre analyse et à bientôt sur le plateau du 60.